Ok, normalement c'est bon. On a l'air d'être pas trop mal. Toujours un peu la technique. On a le jingle, tout va bien. Tu l'entends mon petit jingle là, c'est bon. Alors, chers amis, bienvenue sur Industrial Growth, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Mars de chez HubSpot. Aurélien, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de service client. Alors, dans l'industrie, souvent, le service client, c'est quelque chose qui se résume au SAV. Je ne généralise pas, il y a certainement des industriels qui le font de manière très très efficace, mais la plupart du temps, on confond ça avec le SAV, le service après-vente, où c'est quelque chose qui n'a pas forcément un service dédié ou quelque chose de très structuré dans beaucoup de PME notamment. Et en fait, moi, ça fait quelques temps que je me dis, il y a quand même des choses intéressantes, des passerelles intéressantes entre ce que fait le monde de la tech, les géants de la tech, comme on les appelle, notamment des boîtes comme HubSpot, sur la façon d'organiser l'accueil de leurs clients, le parcours, l'expérience du client quand il va prendre un contrat et quand il va signer un abonnement, avec ce que peut faire une boîte industrielle, sachant que dans l'industrie, conquérir de nouveaux clients, c'est toujours difficile, comme dans beaucoup de business, comme dans la plupart des business d'ailleurs, mais s'assurer qu'on assure ou qu'on garantit un succès à nos clients existants, c'est souvent le meilleur moyen d'aller chercher de la croissance assez facilement à moindre coût. Donc on est là pour parler de tout ça. Aurélien, peut-être que je te laisse te présenter, nous dire un petit peu en quelques mots ton parcours et en quoi tu es légitime pour parler de ce sujet. Moi, je le sais, mais notre audience ne le sait pas encore. Absolument. Donc moi, je travaille en Customer Success chez HubSpot. Je suis donc responsable, je viens de changer, donc c'est peut-être nouveau pour Karim aussi, puisque ça date du 1er août. Je suis responsable du Customer Success pour les clients Small Business EMEA. Donc toute la région Europe, Middle East, Africa. Je fais ça depuis 2 ans et demi. Avant ça, je faisais du Customer Success chez LinkedIn, chez Intuit, donc plutôt dans les boîtes tech. Et j'ai un profil un petit peu atypique dans la tech, puisque c'est la deuxième partie de ma carrière. Et sur la première moitié de ma carrière, j'étais dans le monde indus, en industrialisation d'abord chez Schlumberger, puis ensuite en supply chain, et de supply chain à service client. Donc j'ai vécu cette transition du service client vers le Customer Success, en partant du monde industriel vers le monde tech. Et on ne t'entend pas, Karim. Là, tu dois m'entendre normalement. Voilà, je suis désolé, je jongle avec la technique aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, c'est pas. Là, ça doit être bon. La question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce que tu as observé dans ton parcours, notamment dans ces boîtes industrielles dans lesquelles tu as bossé, qu'est-ce que font les boîtes indus qu'elles devraient peut-être faire différemment par rapport à ces questions de service client ou d'organisation de leur service client? Qu'est-ce que tu as pu observer? Même si tu m'avais interpellé un peu là-dessus dans la préparation de l'entretien, on ne peut pas généraliser, on ne va pas dire que toutes les boîtes font ça, mais toi, dans ton expérience, qu'est-ce que tu as pu observer? Ouais, je vais déjà mettre un gros caveat de départ, bien conscient que toutes les boîtes industrielles ne sont pas les mêmes, que le monde industriel est très divers, que entre un fabricant de machines-outils, enfin un équipementier automobile et un L'Oréal ou quelqu'un qui fait du B2C ou du B2 retail 2C, les problématiques sont quand même assez larges. Donc on va y aller assez grosse maille, vu le temps qui nous est imparti, mais évidemment on ne pense pas à généralité, on s'intéresse plutôt à des traits qui sont communs et qui sont observables. En termes de retour d'expérience, moi je pense qu'une des choses qui m'a le plus marqué en tant que différence dans les deux univers, c'est vraiment la notion de continuité. C'est-à-dire que là où dans la tech, tout ce qui est post-sales, donc customer success, service client, support, c'est intégré à l'expérience client et ça participe d'une même lecture de la valeur, ce qui est dicté par le modèle. La plupart des boîtes tech maintenant travaillent en SaaS. SaaS, ça veut dire que le principe du paiement, c'est l'abonnement. Le principe de l'abonnement, c'est que s'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a plus de revenus. Donc, il faut s'assurer que le client renouvelle. Et pour ça, on travaille sur la qualité de l'expérience pendant l'utilisation du produit et on travaille sur la livraison de la valeur qui est attendue par le client et qui fait l'objet de la promesse de vente initiale. Donc, il y a un vrai continuum et dans le monde indus, ce continuum, il n'est pas encore aussi présent et il y a une vraie rupture d'organisation et d'attente et de stratégie entre tout ce qui contribue à la vente
Ouais. L'acte de vente et tout ce qui se passe après, qui est plus pensé après coup. Alors que finalement, on a des problématiques assez semblables dans la plupart des cas où on cherche à retenir des clients. Karim le disait en introduction, le meilleur prospect, c'est le client existant. Il a déjà acheté, donc c'est le plus qualifié pour renouveler un acte d'achat. Ouais. Je suis très d'accord avec toi et souvent c'est lié à des organisations un peu silotées ou à des organisations où on n'a pas forcément bien réfléchi à ces process. Alors le mot process c'est toujours un gros mot où on a toujours tout de suite peur, mais en gros c'est très souvent on est surpris de voir qu'il y a beaucoup de boîtes, la plupart des boîtes d'ailleurs n'ont pas forcément réfléchi à une méthodologie, une façon de faire le handover, par exemple, quand le client a signé le gros contrat, il a acheté sa machine ou il vient d'être accueilli comme un nouveau client, le sales a fait son boulot. Le handover, c'est très souvent un post-it ou quelques post-it collés sur l'écran d'une ADV ou d'un ADV. C'est pas forcément structuré en termes d'approche. Et typiquement, ça se manifeste par on attend 10 jours avant d'avoir des nouvelles du service qu'on a commandé. On a signé le contrat et puis il ne se passe plus rien. Et puis bizarrement, il y a cette espèce de flou artistique là. Qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple, dans une boîte comme HubSpot ou peut-être dans tes expériences passées, justement pour éviter ces frictions, cette rupture de continuité, là, ces espèces de rupture dans le parcours client? Des choses simples qu'on peut mettre en place ou que tu as observé qui peuvent fonctionner sans que ça nous coûte ou que ça nécessite de tout réorganiser? Parce qu'après, il y a des questions de réorganisation, évidemment. Bien sûr. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui y participent. Le plus simple, tu l'as mentionné, c'est à faire un bon handover. Pour peu qu'on ait un modèle où il y a quelqu'un à qui passer l'information et que l'interaction client ne s'arrête pas en croisant les doigts pour que tout se passe bien à l'acte de vente. Parce qu'il y a tout ce qui est garantie, il y a tout ce qui est service, etc. Et ça, si on se dit, bon, c'est si jamais ça va pas bien, et si jamais ça va bien, si jamais ça va bien, on n'a rien construit, rien mis en place. La différence, je pense, principale et le changement de mentalité qui peut être utile et qui va amener à se poser les questions sur quoi prioriser pour mettre ça en place, c'est OK, et si ça se passe bien, ce serait mieux que ce soit une démarche intentionnelle plutôt que du wishful thinking. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois que la vente est réalisée pour s'assurer que ça se passe bien. C'est un peu la démarche du customer success qui consiste à dire le client a acheté sur la promesse d'une valeur, et comment on va s'assurer en continuant à travailler avec lui après la vente que on l'équipe, on lui donne les moyens, on lui donne les connaissances et on l'accompagne sur la réalisation des objectifs pour que cette promesse elle soit délivrée. Concrètement, moi j'aime beaucoup ça, c'est ce qui différencie le service client ou le service après-vente avec le succès client. Je pense qu'on devrait déjà en interne changer de vocabulaire parce que le vocabulaire va impacter aussi la manière dont on voit le truc. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on a vendu notre logiciel, notre service, on peut avoir l'impression que ça y est, le job est fait, on a vendu, c'est signé. Moi, je suis toujours très surpris que derrière, la richesse de cette base client, de tout ce qu'on peut aller faire avec le client, c'est pas du tout exploité, mais c'est un réflexe qui est peut-être aussi normal quand on est un sales et à qui on demande d'aller vendre derrière et qui passe à autre chose. Mais cette notion de succès client, elle est importante parce que moi, quand j'achète HubSpot, un logiciel comme HubSpot, c'est un CRM ou la plateforme marketing, ce que je veux, c'est pas acheter HubSpot, c'est que derrière, ça me permet de générer du business, ça me permet de mieux suivre mes ventes. Enfin, on peut avoir plein de définitions du succès. Et je trouve que peut-être qu'effectivement, ça commence par là, c'est la différence. Tout à fait. C'est-à-dire que il y a malheureusement encore beaucoup dans l'industrie, il y a comme une rupture entre la vision, on va dire, de la construction de la promesse de valeur, qui est très drivée par le marketing, qui est adoptée par la communication, qui est renforcée par les sales en disant grâce à nos produits, vous allez pouvoir faire X. Et la vente. Et après, comment ça se passe par rapport à ce qu'on a promis? La machine est installée. Moi, j'ai même des clients qui m'ont dit tant qu'on n'a pas de nouvelles, c'est que tout va bien. On n'entend pas parler de lui. Et ils sont dans une forme de panique quand le client téléphone. En gros, oulala, on ne veut pas qu'il nous appelle parce que quand il appelle, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et on est dans parfois dans ces logiques-là. Complètement. Et j'observe aussi ça beaucoup dans les boîtes de retail où la question du client et pas du consommateur, elle se pose à peine. C'est-à-dire qu'il y a encore une notion de le revendeur, c'est une porte. Ouais. Et ça me permet d'accéder à mon consommateur final. Alors que non, c'est celui qui achète le client. Donc le revendeur, c'est le client. Et lui, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il attend? Ses attentes du produit qu'on lui vend, elles sont très très différentes de celles du consommateur. Et s'adresser à lui uniquement à travers un portefeuille client d'un commercial, c'est peut-être pas la meilleure façon de s'assurer que lui, il est content du partenariat.
Là, tu touches un point qui est super important, tu vois, que je n'avais même pas pensé à mettre dans notre préparation. Il y a beaucoup de boîtes indus qui travaillent en réseau de distribution, qui ne vont pas maîtriser aussi forcément la relation client derrière. Donc là, c'est un vrai sujet, c'est de se dire quand on a vendu, même à travers un réseau de distribution, même à travers un distributeur ou un partenaire local, comment est-ce qu'on s'assure aussi que le succès client soit au rendez-vous? Comment est-ce que la marque, entre guillemets, parce qu'on peut parler de marque aussi, elle s'assure que la promesse soit la bonne, parce que ce n'est pas le distributeur qui va aller s'assurer de ça. C'est assez rare que le distributeur ait ce souci-là, même s'il va faire le job, mais derrière, les problèmes et les effets néfastes d'une mauvaise expérience client, c'est la marque ou l'industriel qui va les avoir, quoi. Absolument, tu as cet aspect-là et tu as aussi l'aspect, ton revendeur, mine de rien, c'est ton client, c'est lui qui participe à la création et à la croissance de ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce que lui, il attend de revendre tes produits? Ouais, c'est clair. C'est-à-dire son succès à lui, parce que c'est lui ton client, ça ressemble à quoi? Donc, si je résume, ton premier conseil ou la première chose à faire, c'est de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on on quantifie, comment est-ce qu'on mesure le succès client. C'est quoi le succès pour notre client? Donc, ça veut dire il faut que les équipes partagent cette information. En gros, si j'ai vendu, moi, une machine ou un produit à un de mes clients, derrière, il faut que toute mon équipe puisse savoir pourquoi ce client a acheté ce produit en question, qu'est-ce qu'il compte faire, etc. Il n'a pas juste acheté une machine. Exactement. C'est-à-dire et ça marche que tu prennes l'exemple de la machine-outil, et donc ton client, c'est ton consommateur final, et donc son objectif, il est assez clair, mais tu peux l'accompagner sur la concrétisation de cet objectif, c'est-à-dire que lui, il achète ça pour produire ses propres produits. Ok, très bien. C'est quoi son objectif par rapport à à la façon dont il faisait avant? Est-ce qu'il veut gagner en cadence? Est-ce qu'il veut gagner en rendement? Est-ce qu'il veut gagner en qualité? À quel horizon? Et donc tu mets ça en musique, ça te permet d'avoir un suivi de ok, la promesse elle est livrée ou la promesse elle est pas livrée, il faut qu'on continue à travailler ensemble pour l'améliorer. J'ajoute que c'est aussi une mine d'informations pour la façon dont tu penses ton cycle de vente et ton cycle de développement de produit. C'est-à-dire que tous les feedbacks que tu gagnes dans ces interactions, ça va nourrir beaucoup plus directement que des études de marché ce dont tes clients ont besoin pour que tes produits continuent à livrer leurs promesses, ce sur quoi tes commerciaux doivent mettre l'accent et ton marketing doit mettre l'accent pour réaliser de la croissance. On comprend les vrais enjeux clients et du coup, ça te permet il y a un cercle vertueux, ça te permet d'améliorer ton marketing, d'améliorer tes messages commerciaux, la façon de vendre. Et ça crée aussi cette confiance en montrant au client qu'on n'est pas là juste pour lui vendre la machine ou le produit, mais on est là pour, si j'achète une machine, pour accélérer mes cadences ou pour choper de nouveaux marchés ou pour gagner en productivité. La moindre des choses, c'est de s'assurer que l'objectif il est atteint et dans quelle mesure il est atteint. Donc ça, c'est un premier pas intéressant. Une des questions que je me pose, c'est qu'est-ce que ça nécessite? C'est quoi, par exemple, l'organisation aujourd'hui, type dans une boîte comme HubSpot de ces équipes-là? Parce qu'on reste quand même avec des spécialistes. Toi, tu es manager d'une équipe de spécialistes du Customer Success. Ouais. Comment c'est organisé? Comment est-ce qu'on travaille avec l'équipe Sales? Vous avez aussi des partenaires. Comment ces CSM, ils arrivent à être un peu le fil conducteur? Comment on peut organiser les choses et comment on pourrait transposer ça, si c'est transposable, à une boîte indus qui a peut-être des fonctionnements un peu plus traditionnels? Ouais. Alors, c'est une question qui est hyper intéressante. Je pense que t'as un levier organisationnel très clair où tu as une grosse différence entre les boîtes indus qui, quand elles ont une organisation, on va l'appeler post-sales, service client dédié, souvent rattaché au directeur des opérations. Ouais, et donc, pour avoir passé quelques années de ma carrière là-dedans, quand même une vision stratégique d'un centre de coût. Ouais. Et donc des problématiques et des stratégies qui visent à gagner en efficacité. Et une organisation tech où tout ce qui est succès, service, fait partie de l'organisation go-to-market. D'accord. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, chez HubSpot, en termes d'organisation, le go-to-market, c'est la flywheel. N'hésitez pas, si vous ne savez pas encore ce que c'est que la flywheel HubSpot, je mettrai les références dans les commentaires. En gros, ça veut dire que marketing, sales et success participent de la même direction. Ok. Donc cette direction, c'est de faire en sorte d'offrir la meilleure expérience au client, de s'assurer que le client, quels que soient les interlocuteurs qu'il va rencontrer au cours de son parcours, il n'ait pas l'impression de cette discontinuité, de ces soucis-là, quoi. Je profite juste de ce moment. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'on a un peu de monde connecté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. J'essaye d'avoir un regard sur le
le smartphone pour regarder un peu les questions qui arrivent. Je vois qu'il y a un commentaire de Marc, le meilleur prospect est le client existant. Bah, évidemment, oui. C'est le client qui coûte le moins cher, c'est le prospect qui coûte le moins cher à convaincre parce qu'il est déjà client. Donc, on parle un peu d'organisation. En termes donc, ça veut dire, la première chose, on fait passer la partie service client, succès client, plutôt sur une organisation commerciale, marketing. Tu l'as appelé go-to-market, on pourrait la mettre sous la même entité. C'est ça, on le positionne en tout cas plus en centre de profit qu'en centre de coût. C'est-à-dire que ça permet de débiaiser cette vision, ça coûte de l'argent de s'occuper de ce qui ne se passe pas bien après les ventes, à en fait regarder et aider à ce que ça se passe très bien après la vente, ça rapporte de l'argent à mon business. Et donc c'est une façon aussi de passer d'une organisation plutôt pompier, parce que quand on a une organisation en centre de coût, en gros on va rien faire et on va attendre que les problèmes arrivent et on va probablement bien les gérer. Je pense que la plupart des industriels, souvent ils s'en félicitent d'ailleurs. Moi ceux que je côtoie, ils me disent nous on est très réactifs, dès qu'il y a un problème on envoie une équipe, etc. Et souvent il n'y a pas trop de questions là-dessus, ils font bien leur job. Mais c'est dommage d'attendre qu'il y ait un problème, quoi. C'est-à-dire qu'on découvre aussi qu'on aurait peut-être pu éviter le problème si on avait peut-être mieux accompagné le client sur l'utilisation de la machine ou qu'on avait décelé peut-être des signes qu'il allait avoir un problème. Moi, dans ce que tu dis, ça... Vas-y, pardon, vas-y, je t'en prie. J'insère juste, cette partie-là, elle est importante et il ne faut pas la perdre. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans un monde de nounours et il y aura toujours des problèmes et il y a des attentes du client par rapport à la capacité à résoudre ces problèmes. Et ça fait partie de la marque d'une boîte. Et j'irais jusqu'à dire ça fait partie de ses produits. Il faut que tout le monde intègre bien que ça fait partie, que le service client fait partie des produits. C'est-à-dire, c'est ce qui va définir la qualité de service. C'est, à l'époque des réseaux sociaux, ça va énormément impacter la marque. C'est-à-dire que du point de vue du client, ils achètent le service après-vente avec le produit. Ça, moi, c'est un truc que je dis souvent. C'est le principal levier de croissance, en fait, cette notion d'expérience client. Parce que si je prends deux boîtes Indus qui fabriquent le même produit ou le même type de produit, en général, si elles sont encore là après toutes ces années, c'est que les produits ne sont pas mauvais, sont même potentiellement très bons. Donc, on aura beau faire de l'innovation produit, il n'y a pas des ruptures technologiques tous les jours qui font que tes ventes vont exploser parce que tu as inventé un nouveau truc. Ça, c'est très rare. Donc, on améliore les produits, on met le paquet pour faire de la R&D finalement sur des choses qui sont déjà des bons produits, qui ne vont pas forcément, en termes de vente, générer un déclic chez les clients pour aller chercher des 10, 15, 20 points de croissance. Par contre, là où on a un élément différenciant et qui est très très important, c'est cette notion d'expérience. C'est l'idée de dire que celui qui va gagner le match et qui va garder le client le plus longtemps, c'est celui qui va offrir cette expérience. Moi, j'appelle ça zéro friction, sans problème. En gros, c'est lisse, ça glisse, il n'y a, il y a jamais d'anicroche à quelles que soient les étapes. Et j'ai l'impression que la relation avec mon fournisseur, elle est fluide et facile. C'est ce qu'attendent la plupart des acheteurs aujourd'hui. Tout à fait, et qu'ils soient adaptés aux standards. Alors les standards sont différents d'un marché à l'autre dans le monde Indus, mais on va parler des sujets qui se fâchent et d'Amazon par exemple. Aujourd'hui, si vous faites du retail ou du B2C, le standard de réactivité qui est attendu par les clients parce qu'ils y sont habitués et qu'ils savent d'Amazon pas plus cher, le standard d'Amazon. Et donc les clients, du coup, les façons un peu plus traditionnelles, anciennes, soit de défléchir violemment sur des articles de KB qui répondent pas forcément aux questions, soit sur du serveur automatique avec 15 réponses et 15 appuyés sur 2 avant d'avoir peut-être la chance d'être mis en contact après 3 minutes avec un interlocuteur. Ouais. C'est une mauvaise expérience aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une expérience qui est peut-être plus efficace au moment où elle a été déployée, elle était plus efficace en termes de coût que ce qui existait avant. Mais en termes d'expérience client, ce n'est pas ce qui est attendu sur ce segment-là par ces clients-là. On a tendance parfois à imposer nos propres process à nos clients et eux, ils veulent ils veulent que ça fonctionne selon leurs propres termes. Moi, je pense, tu parlais du répondeur téléphonique, on peut parler du formulaire sur le site web. C'est-à-dire que tu as un formulaire unique, j'ai un problème, on ne me reconnaît pas en tant que client, donc il faut que j'aille sur le site, je cherche le formulaire de contact. Là, j'ai une liste déroulante de 50 lignes. Vous voulez contacter tel service. Quand elle existe, déjà, c'est déjà un premier progrès. Et puis après, en fonction du choix, j'ai 50 champs à remplir en termes de réponses à fournir, de numéros de clients à donner. Donc, c'est toujours une galère. Et le pire, c'est qu'on n'est pas sûr du moment à laquelle on aura une réponse. On a bien pris en compte votre demande. Un conseiller ou un collaborateur va revenir vers vous comment, on ne sait pas. Alors ça m'amène plein de questions. La première, si on termine un peu sur le sujet de l'organisation des équipes. Bon, admettons qu'on arrive à mettre tout ce beau monde sous la bannière de l'expérience client, du go-to-market.
Ça veut dire aussi que les gens qui vont être spécifiquement en charge de suivi client, de succès client, vont avoir des indicateurs ou des KPIs ou des indicateurs, des mesures de performance, si on parle de mesures de performance individuelles ou en équipe, qui vont changer, qui vont évoluer. Moi, je suis curieux de savoir, alors je ne sais pas si tu peux communiquer là-dessus, mais c'est quoi par exemple les indicateurs d'une boîte de la tech comme HubSpot? Vous êtes... quoi, c'est sur le renewal, c'est sur... je ne sais pas si tu as le droit de... Tu me dis si tu n'as pas le droit de communiquer dessus. Non, c'est une bonne question. Il y a une partie qui est notoriété publique, mais je pense qu'avant d'arriver sur cette partie-là, je vais quand même mettre un gros caveat. C'est pas forcément une organisation qui convient à tout le monde. Ouais. Et le problématique, l'organisation, elle est au service de la vision. Donc, définissons déjà la vision de ce qu'on attend du post-sales. Et ensuite, la réflexion, elle est autour de l'organisation qui le sert. L'organisation et des indicateurs qu'on imposera ou qu'on demandera à nos collaborateurs. Okay. Cette organisation, elle convient pour nous, elle n'est pas forcément vraie pour tout le monde. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai besoin pour changer le mindset du service client existant, de remettre en cause les KPI et notamment de passer un peu moins de temps sur des KPI et des métriques d'efficacité. Et elles sont importantes et il faut les garder, il faut garder un œil dessus, bien sûr, personne ne remet ça en question, mais de les équilibrer avec des métriques d'expérience. C'est-à-dire, je suis pas convaincu aujourd'hui, même si on parle que de service client, sans parler du potentiel de croissance, des opportunités que ça débloque, etc. Mais je suis pas convaincu aujourd'hui que la plupart des boîtes Indus mesurent le time to answer, le time to close, l'expérience client, l'évolution à la baisse de la volumétrie de demande, qui sont des marqueurs d'expérience forts et a fortiori d'autant plus forts qu'on les corrèle entre eux. Puisqu'évidemment, avoir un super time to close, mais avoir un volume de tickets qui augmente, par exemple, en général, on peut faire assez directement l'hypothèse que l'expérience qu'on va mesurer, elle va plutôt être mauvaise, puisque les clients cherchent de l'autonomie dans l'usage de leurs produits. Oui, souvent l'expérience, quand on mesure l'expérience client dans une boîte Indus, là aussi je caricature, ils m'en voudront pas, nos auditeurs, j'espère, pour ceux qui se sentiront visés, mais je l'entends souvent, c'est quand on va faire une enquête annuelle, biannuelle, parfois tous les 10 ans, on va envoyer un questionnaire de 10, 15, 20 pages, je l'ai vu faire, j'ai vu passer ce genre de choses où on se retrouve avec un long questionnaire. Souvent le questionnaire d'ailleurs porte... Pardon, vas-y, je t'en prie, je t'ai pas entendu. Avec un taux de réponse de 5% à peu près. Avec un taux de réponse, évidemment, comme on a une base de données souvent qui n'est pas à jour ou pire, on n'a pas forcément les adresses mail de tous les contacts et on a un contact générique, ça arrive encore souvent malheureusement. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de retours et puis le peu de retours qu'on a, on a des clients soit qui sont très très mécontents et qui l'expriment ou qui répondent un peu violemment, soit au contraire, on n'a que les gens... content. Mais la manière de poser les questions est importante aussi. C'est-à-dire que si on demande est-ce que vous êtes content du travail, de livraison, est-ce que machin, etc. Bon, les questions sont déjà très fermées, très orientées. Alors je sais que le NPS ou ce genre d'indicateurs sont parfois un peu décriés, mais ça reste quand même des choses peut-être un peu plus intéressantes à automatiser, à mettre en place. Absolument. Le gros avantage du NPS et du TNPS, qui sont deux choses différentes et qu'il faut absolument pas confondre ou interpréter l'un comme étant l'autre. Le NPS étant l'expérience globale et le TNPS l'expérience transactionnelle. Donc typiquement sur une résolution de service client, c'est comment s'est passée l'expérience de résolution. Ouais. Alors sur un NPS, la question c'est est-ce que vous recommanderiez mon produit, service, machin. Ouais. Et avec une follow-up question qui est quelle est la partie qui est conditionnelle. D'ailleurs, c'est pourquoi. Pourquoi vous avez dit ça. Ouais. Quel est le point principal qui vous fait être un détracteur ou être un promoteur? Donc ça amène un sujet aussi, c'est quels outils on utilise aujourd'hui. Alors bon, je parle à un éditeur qui propose ce genre de solution, donc c'est pas fait exprès, c'est pas volontaire, mais en même temps, je peux pas ne pas te poser la question. J'espère évidemment que chez HubSpot, on utilise les produits HubSpot et la brique service client d'HubSpot. Mais typiquement, sans forcément parler d'HubSpot, il y a plein de solutions sur le marché qui sont toutes des bonnes solutions, mais qu'est-ce que tu recommandes de mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui te paraît indispensable à une équipe aujourd'hui de suivi de service client pour faire correctement son job, quoi? Alors, en restant dans les généralités, pour pas citer de nom, ni les nôtres, ni ceux de nos concurrents, je dirais la base c'est un cheminement et je sais qu'on est encore sur le chemin et que s'il y a un coût associé et qu'on pense à ce genre de solution service par service, etc. Mais un CRM unifié avec les ventes, rien que ça. Ça, c'est déjà un bon début. Pour commencer, c'est déjà un excellent début. Je peux pas renforcer assez l'importance
en termes d'enrichissement de la connaissance et de la capacité d'analyse, d'avoir une couche de données unifiée entre ce qui se passe avant la vente et ce qui se passe après la vente. Ça, c'est super important. Le CRM, c'est pas que pour mesurer les ventes et pour suivre le pipe et pour voir si les commerciaux se bougent ou se bougent pas. C'est aussi, on a une information unifiée sur le client. Si le service client a accès à la fiche client, il sait ce qui s'est passé en avant-vente. Normalement, il voit les échanges. Enfin, un CRM digne de ce nom aujourd'hui devrait être connecté aux boîtes mail. On a accès à tous les emails, on a accès aux coups de fil qui ont été passés, aux commentaires qu'ont pu laisser les collègues. Donc, en termes de collaboration, c'est aussi la base, quoi, je pense, aujourd'hui. Absolument. Et tu as une autre dimension qui est effectivement, et ça m'amène à commencer à intégrer de l'intelligence artificielle, c'est aussi la capacité d'exploitation et d'insight à partir du moment où on a tout mis sur le même standard et sur la même plateforme. C'est-à-dire que ça nous permet de voir quels sont les produits qui performent, quels sont les produits qui performent pas, quelles sont les expériences commerciales qui génèrent plus de problèmes en aval, et donc énormément de matériel de coaching et de développement produit qui viennent de la corrélation des informations qui viennent du cycle de vente et des informations qui viennent du cycle post-sales. Donc il y a quelque chose qui est super important dans ce que tu dis, c'est aussi permettre aux clients de faire du self-service. Moi, je peux avoir un problème ou une question que j'ai envie de poser à mon fournisseur à 11h du soir ou à minuit ou parce qu'il y a du décalage horaire à 1h qui ne correspond pas à l'heure d'ouverture à laquelle Nathalie, mon ADV habituel, va me répondre. J'aimerais bien au moins avoir un premier niveau de réponse. Donc, c'est du self-service. C'est par exemple les questions les plus fréquentes, les mettre en vidéo, les mettre en contenu, les rendre accessibles via un moteur de recherche, via de l'IA. Ça, c'est des choses qui me paraissent aussi aujourd'hui assez basiques, en fait, assez importantes, quoi. J'ai envie de te servir un one-up là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas seulement parce que nous, les vieux, et je parle je pense qu'on a à peu près le même âge, mais c'est pas parce que nous, de notre génération, on pense à appeler en premier et qu'ensuite on regarde si on est dans la porte d'ouverture et que c'est le cas de tout le monde. Aujourd'hui, on est quand même sur un shift de population client, qu'on soit B2B ou B2C, où c'est la Gen Z qui arrive aux décisions, où c'est la Gen Z qui arrive au pouvoir d'achat. Ils sont digital native, ils veulent pas parler à des gens. Ouais, ils veulent avoir une réponse tout de suite, quoi. Ils veulent pouvoir se servir tout seuls et ensuite, éventuellement, si c'est trop compliqué ou s'ils trouvent pas, et on espère que c'est pas parce que s'ils trouvent pas, parce que s'ils trouvent pas, ça veut dire que notre expérience self-serve n'est pas suffisante. Là, ils veulent parler à quelqu'un. Et quand ils veulent parler à quelqu'un, ils veulent parler à quelqu'un. C'est-à-dire, et ils sont pas prêts à se faire le serveur, enregistrer votre numéro client, fournissez une preuve que vous êtes bien client, etc. Ouais, ça arrive. Voilà. Bon, en tout cas, si je résume un peu ce qu'on s'est dit depuis le début, on commence par une vision. Quelle est la vision qu'on a du rôle du service client, de l'équipe client dans le business, quoi. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu qu'est-ce qu'on a comme vision? Ça nous amène à réfléchir à une organisation et derrière potentiellement à des indicateurs. Et au passage, on finit par choisir la tech. Je trouve que c'est important aussi de dire que c'est pas parce que vous mettez une solution de suivi des tickets ou de gestion des tickets ou de gestion des réclamations avec un beau serveur, etc., que ça va donner une bonne expérience client. On peut le voir avec pas mal de fournisseurs. Et je pense que c'est là qu'il y a on va dire un défi et une opportunité hyper intéressante grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et donc, je parle pas forcément de la Gen AI qui accélère l'exécution, je parle plutôt de l'intelligence analytique. On n'a jamais été autant en capacité d'analyser des volumes élevés de données pour trouver des insights qui aident à guider ce genre de décision. Et ça, c'est une opportunité énorme qu'il faut apprendre à naviguer. Et on sait que la plupart des CRM vont ou intègrent déjà, on a cité HubSpot, mais les concurrents d'HubSpot intègrent aussi pour la plupart l'IA. Tout le monde est à la course à l'IA. Et moi, je m'amusais encore hier avec mon CRM, pour ne pas le citer sur HubSpot. Moi, je n'ai pas de problème à le citer. En fait, pub, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais typiquement, c'est vrai qu'on commence à voir des fonctionnalités apparaître. J'imagine que sur les autres solutions, c'est la même chose. En tout cas, ça va arriver. Je peux poser une question maintenant en disant fais-moi un résumé de cette fiche client, quels sont les problèmes principaux que j'ai pu rencontrer avec mon client, je dis n'importe quoi, Veolia, sur l'ensemble de ses filiales. Et plutôt que d'aller fouiller dans les emails et d'y perdre une demi-heure ou de devoir me mettre des notifications, j'ai un petit moteur d'IA qui va fouiller dans ma data, qui va analyser les échanges, les discussions, les emails, les coups de téléphone et qui est capable de me faire une synthèse en quelques secondes et de me dire voilà les dernières conversations, voilà de quoi on a parlé, et voilà l'état de santé potentiel de ton client, quoi. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si on avait un assistant ou une assistante qui allait fouiller dans les trucs et qui nous sortirait ça. Ça prenait 2 semaines avant. Aujourd'hui, ça prend quelques secondes, quoi.
C'est exactement ça, et c'est une augmentation énorme, et c'est normalement ce qui va permettre, on espère, de repositionner le service client avec un self-serve qui est beaucoup plus sexy, beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus navigable, beaucoup plus rapide d'accès avec les solutions qui peuvent être scalées, donc avec les questions, etc., qui devient la première couche de service client, et ce qui permet à son tour, parce que les problématiques économiques sont vraies et on cherche tous de l'efficacité dans la façon dont on gère, de repositionner un service humain réactif, Ouais. compétent et qualifié sur les problématiques avancées qui correspondent aux attentes des clients. Donc, de faire en sorte que entre guillemets, les agents, j'aime pas trop ce mot, mais les gens qui vont être en contact avec les clients puissent se concentrer sur leur valeur ajoutée, la relation humaine, le fait de parler aux gens, d'être présent, d'avoir cette empathie, en s'appuyant sur l'IA. Donc l'IA, j'allais dire, c'est l'évolution, mais en fait, on y est déjà. Hein. Il y a déjà, c'est déjà accessible aujourd'hui dans la plupart des outils. Enfin, on a déjà des boîtes qui utilisent ça aujourd'hui. Donc raison de plus pour se poser des questions si vous n'y êtes pas encore, quoi. C'est ça. Je pense que il y a une ambiguïté sur l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que l'intelligence artificielle, c'est deux choses aujourd'hui. C'est l'intelligence artificielle générative, Ouais, qui est, ChatGPT. On demande à qui est ChatGPT de nous faire une belle image ou de nous sortir un texte. Ouais, c'est ça. exactement. Et ça, c'est la révolution en cours, et ça a commencé il y a 2 ans, et c'est en pleine accélération, et ça ouvre des perspectives énormes. Et puis, il y a l'intelligence artificielle analytique. Et là, il n'y a pas de révolution, c'est juste une accélération de la progression. Ouais, Et c'est ça ça. fait des sujets qui ont 10 ans. Avec des modèles qui se sont améliorés, qui sont plus accessibles aussi. En fait, moi, je trouve que la révolution est surtout là. C'est que un truc qui nous paraissait assez lointain, où il fallait construire des bases de données, mettre des data engineers, etc. Aujourd'hui, on a le sentiment que même des petites boîtes comme la mienne, on pourrait, enfin nous, c'est des sujets qu'on explore. Moi, je me suis amusé à récupérer toutes les conversations commerciales que j'ai eues ces dernières années. On est en train de pousser ça dans une IA qu'on n'a même pas développée nous, et qui est capable de nous sortir derrière des insights assez intéressants. Je sais qu'il y a plein de confrères qui ont fait des choses assez similaires, quoi. Et moi, j'ai une dernière question. Justement, on parle d'IA, mais revenons un peu à de l'humain. On a parlé de changements qui vont être importants dans une boîte indus. Hein. Si on commence à toucher un peu tout ça, ben on va toucher aussi à des sujets de changement, de transformation. Bon, je ne sais pas si tu es le mieux placé ou si tu as un peu de background là-dessus. Comment on gère cette résistance qu'on va obligatoirement avoir dans des équipes, alors, dans des boîtes indus, mais je ne pense pas que les industriels aient le monopole de la résistance au changement. Hein. On l'a dans toutes les boîtes. C'est humain. Dès qu'il y a un peu de changement, on a plutôt une tendance à être réfractaire ou en tout cas à résister. Est-ce que tu as des conseils à donner justement sur l'arrivée de toutes ces technos? Est-ce qu'on a la crainte, par exemple, c'est un problème générationnel? Moi, je vois des boîtes où les gens peuvent avoir mon âge, ils sont peut-être pas aussi à l'aise que je peux l'être moi avec ces outils-là. Comment on s'approprie ces outils, ces nouvelles pratiques, ces changements de comportement? Qu'est-ce que tu recommandes ou qu'est-ce que tu vois comme levier, même si j'imagine qu'il n'y a pas une solution magique pour gérer ces sujets-là, quoi. Il n'y a pas de solution magique, mais il y a quand même le change management reste le change management. Et c'est quand même des sujets d'entreprise qui existent depuis pas mal d'années, et ce serait une erreur de penser que tout ce qu'on a fait sur les 50 dernières années, depuis qu'on met des ordinateurs dans les entreprises, c'est obsolète. Parce que finalement, tout ça participe de la même logique. Donc en fait, le change management, il est efficace à partir du moment où il garde le focus sur le client et où il garde l'humain au centre. Donc moi, c'est mes deux grands axes. Le fait de garder le focus sur le client, ça permet d'avoir un narratif très clair de pourquoi on fait ça. Ouais, c'est clair. Puisque la raison d'exister de l'entreprise, c'est de servir le client ou d'apporter quelque chose au client. Et tant qu'on est capable de connecter les changements qu'on apporte à l'intelligence artificielle ou autre, l'expérience qu'on délivre, du coup, on est capable d'avoir une vision qui va emmener tous les employés de l'entreprise qui veulent tous contribuer au succès de l'entreprise dans la même direction. Et quand je dis l'humain au centre, c'est les pires gestions de changement que j'ai vues, c'est ceux qui se passent dans un comité de direction derrière des portes closes. On décide de mettre l'outil ou de changer l'organisation. Ouais. C'est des projets qui doivent embarquer les utilisateurs dès le début. Parce que c'est les... Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi le sponsoring. Moi, je le vois sur des sujets CRM. Et alors, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je dis à mes clients, quand ils me parlent de résistance au changement de la part des commerciaux, je leur dis, ce n'est pas un projet pour les commerciaux, ce n'est pas un projet pour la direction, c'est un projet pour le client. Comment est-ce que ce projet d'implémentation de ces technos ou de ces outils ou de cette nouvelle organisation commerciale CSM
qu'est-ce qu'on attend de ça en termes d'amélioration d'expérience client. Et l'avantage, c'est que ça met quand même tout le monde d'accord, quoi. On peut pas se voiler la face quand on identifie les problèmes dans le parcours client. On sait qu'à tel moment, il y a une friction. Tout le monde la connaît, tout le monde regarde ailleurs. C'est souvent l'éléphant dans la pièce. Quand on se met du point de vue du client, ça aligne un peu tout le monde et ça oblige tout le monde à se dire, bon, OK, il faut qu'on fasse tous un pas en avant pour résoudre ça. Mais dans ce que tu dis, il faut embarquer les gens. Et souvent, les plus difficiles ou les plus compliqués à embarquer, c'est les boss. Hein. Il y a souvent des situations où tu as des gens sur le terrain qui comprennent ces enjeux, qui vont avoir envie de déployer et qui ont beaucoup de mal à obtenir on va dire le sponsorship de leur direction sans forcément obtenir un engagement au quotidien, mais au moins un alignement sur le fait que c'est un sujet important et qu'il faut que le boss de la boîte ou les patrons de la boîte, le codir, donne l'impulsion, parce que si ça vient pas d'eux, ça va être compliqué, quoi. Et que je peux pas être plus d'accord. Je pense que et ça revient aux techniques de change management et de gestion de projet. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un sponsor qui fait son taf et un driver, donc qui porte la responsabilité de faire le projet, les chances de succès, elles sont divisées par 3. Ok, parfait. Pour conclure, bon, moi je retiens surtout, parce que le sujet c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de la tech aujourd'hui quand on est un industriel par rapport à ces organisations. Moi, peut-être la pépite que je retiens, c'est de se dire déjà réfléchir au positionnement du service client, ne plus le mettre dans un centre de coût, mais plutôt le faire monter là, sur le go-to-market, sur une équipe qui serait une équipe expérience client, je ne sais pas comment on pourra l'appeler, il paraît que maintenant on invente des nouveaux mots, on appelle ça RevOps ou je ne sais plus quoi. Moi, sans parler de nouveaux mots, c'est de se dire on fait en sorte que le marketing, les commerciaux et les services clients soient sous une même bannière, c'est celle du client, quoi. C'est peut-être ça qu'on peut retenir, non? Et puis si tu as un mot de conclusion pour finir sur cet épisode. Ouais, moi je reviendrai sur peut-être 2 idées de notre conversation. La première, c'est en termes de vision, le service client, c'est pas comment je gère si ça se passe mal après la vente, c'est Exactement. Comment je fais en sorte que ça se passe très bien après la vente. Et la deuxième idée forte que je pense qui est probablement une encre pour n'importe quelle gestion du changement, c'est le service client ou tout ce qui se passe post-sale, c'est un produit de l'entreprise. Et donc, si c'est un produit, les questions qui se posent, c'est les mêmes que pour les produits que vous commercialisez, à savoir quel problème client ça résout, comment je le market, comment je le différencie, comment je le valorise et comment je le développe pour qu'il contribue à mon business. Eh ben, c'est un très joli mot de conclusion. Aurélien, je te remercie beaucoup pour notre échange. Je remets la petite musique, tu vois, ça repart. Chers amis, vous étiez sur Industrial Growth. On a parlé aujourd'hui d'expérience client, de service ou de succès client et de ce que l'industrie peut apprendre des géants de la tech et notamment d'entreprises comme HubSpot. Et j'avais le plaisir de recevoir Aurélien Mars, CSM, alors ton titre exact, tu m'excuses si je l'écorche, mais CSM Manager ou Manager des CSM de la zone EMEA sur le small business, j'ai entendu ça tout à l'heure chez HubSpot. Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur LinkedIn ou sur les autres plateformes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Chers amis, à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Aurélien.